Avec la présente capsule vidéo, nous entamons ensemble l'étape B de la session, à savoir l'étape qui s'intéressera à l'histoire de la philosophie et à sa naissance en Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous aurez donc compris que ce que nous allons commencer à voir à partir de maintenant, et même, je dirais mieux, ce qui a déjà dû être commencé à être vu, à savoir à travers les trois documentaires que je vous ai mis en ligne plus tôt cette semaine. Donc, cette matière, donc, qui participe de l'étape B, ne fait pas partie de votre prochaine évaluation, celle qui aura lieu dans environ une semaine. Donc, il faut prendre en considération que ces éléments de matière ne seront pas vus dans l'immédiat au sein d'un examen, mais plus tard, autour de la semaine 10, 11, voire même 12, si ma mémoire est bonne, plus tard dans la session. Néanmoins, il y a là des notions importantes et avec vous, je dois poursuivre l'avancée, je dois continuer mon avancée dans ce cours et ce faisant, donc, c'est pour cette raison que je vois cette matière. Cette matière qui sera bien sûr objet d'examen plus tard dans la session. Mais néanmoins, ce que nous allons entamer ensemble ici est extrêmement pertinent, voire même enthousiasmant, d'un point de vue philosophique, certes, mais aussi d'un point de vue historique. Le parcours que nous allons entreprendre à travers cette étape, c'est essentiellement un parcours philosophico-historique. Nous allons chercher ensemble à débusquer, à découvrir les racines, en quelque sorte, inhérentes à la pensée humaine. Nous allons chercher à voir comment les humains se sont parmi les premières sociétés archaïques primitives se sont représentés le monde et comment à travers cette représentation archaïque primitive de l'univers, ces humains en sont arrivés, il y a de cela plus de 2 millénaires, en Grèce antique, au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, à inventer ce qu'on appelle la philosophie. Comment, autrement dit, la pensée rationnelle, la pensée philosophique et scientifique a pu naître à travers un discours qui lui est plus ancien, qui lui est même antérieur, qu'on appelle le discours mythologique. Et donc, avec vous, ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, c'est ce discours qui est fondamental à l'être humain, qu'on appelle le discours mythologique. Ce mode de pensée est le premier mode de pensée que les humains ont partagé. À travers la planète, à travers les différentes cultures, les différentes civilisations qui ont caractérisé l'humanité. C'est donc cette pensée mythologique, c'est donc le mode le plus fondamental, le plus primitif, le plus archaïque même, que l'humain a pu mettre en place dans son rapport au monde et à l'environnement qui l'entourait. Mais bien sûr, aussi intéressant que ce discours puisse être, ce discours mythologique, ce discours fantasmagorique du mythe, aussi intéressant qu'il puisse être d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique, il va sans dire que pour nous, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment la philosophie a pu naître, ou a pu en quelque sorte se détacher de cet arrière-plan mythologique et rationnel qui était si omniprésent, qui a été si omniprésent pendant des centaines de milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, hein? Donc à travers les différents peuples, à travers les différentes civilisations humaines. Et donc, il va sans dire que la toile qui apparaît ici, qui est une toile qui a été peinte par Rubens, donc un grand peintre de style baroque qu'on appelle un peintre flamand, donc il est né en Flandre, donc il était un territoire à mi-chemin entre la France et la Belgique, et le sud de la Belgique qu'on appelle donc la région flamande. Et donc, ce grand peintre baroque d'origine flamande ici nous a fait une belle représentation au 17e siècle, en 1638, de ce qu'on peut appeler une scène typiquement mythologique. Ce que vous voyez ici, c'est en quelque sorte l'illustration même du mode de pensée mythologique qui était propre aux Grecs primitifs, aux Grecs archaïques. En effet, si on se fie au titre de cette toile, hein, qui s'intitule Hercule tuant le dragon du jardin des Hespérides, eh bien, le titre même nous indique que nous sommes face à quelque chose de fantasmagorique, de merveilleux, à quelque chose qui renvoie au monde du divin, au monde du surnaturel, en quelque sorte. Et bien sûr, il y a au moins deux personnages ici qui sont clairement, au sein de la tradition religieuse et mythologique grecque, archaïque et primitive, deux personnages qui sont clairement associés au monde du mythe. Qui sont ces personnages? Bien, il va sans dire qu'il y a Hercule, qu'on voit ici brandir un bâton. Hercule qui est un fils, donc, qui est le fils d'un dieu grec et d'une mère humaine, donc qui
qui est par son père divin et par sa mère humain. Donc ce personnage qui en lui-même est un personnage surnaturel, héroïque, voire divin, est ici bien sûr caractéristique de la pensée mythologique. Mais l'autre personnage qui est tout aussi caractéristique de cette pensée mythologique, c'est le personnage qu'affronte ici Hercule. Hercule, comme le titre le suggère, est en train de tuer. Il est en train de tuer quoi? Bien, il est en train de tuer un serpent, un dragon, le dragon Ladon. Et donc, on est face à une scène mythologique où notre personnage, Hercule, est en train d'accomplir un acte héroïque, un acte extraordinaire, un acte qui, en quelque sorte, n'a rien à voir avec l'acte quotidien que le commun des mortels pose chaque jour dans sa vie quotidienne. On est ici dans un monde complètement fantasmagorique. En effet, ce dragon des Hespérides, pourquoi ici Hercule le tue-t-il? Quelle est la raison pour laquelle Hercule, ce personnage fabuleux, surhumain, surnaturel, en vient-il à tuer ce dragon Ladon? Eh bien, pour ceux qui avaient écouté Astérix, donc ou qui avaient lu les bandes dessinées Astérix, bien, vous savez qu'il y a 12 travaux, pas les 12 travaux d'Astérix ici, mais il y a 12 travaux que Hercule, Héraclès, pour les Grecs, il y a 12 travaux que Hercule a dû accomplir de son vivant pour, en quelque sorte, se défaire de la mauvaise fortune qui lui avait été jetée. En effet, le 11e des 12 travaux est bien représenté dans cette scène de Rubens. En quoi consistait ce 11e travail? Peut-être le saviez-vous. Ce 11e travail consistait à, pour Hercule, aller chercher une pomme. Une pomme qui était dans un jardin dans lequel des pommiers grandissaient, fleurissaient et bien sûr donnaient des fruits. Cependant, le jardin ici dont il est question, le verger, c'est un jardin fabuleux, divin. Et dans ce jardin fabuleux, divin, qui était en fait le jardin des Hespérides, c'était donc 3 nymphes, 3 filles issues du dieu Atlas, donc des Hespérides, 3 nymphes qui étaient en quelque sorte en charge de se voir confier ce jardin merveilleux, ce verger merveilleux, au sein duquel poussaient des pommes d'or. Mais donc, notre cher Hercule ici doit donc entrer dans ce jardin merveilleux divin pour aller puiser, cueillir une pomme d'or et la ramener. C'était voilà le 11e défi auquel il est confronté. Et pour pénétrer dans ce jardin fantasmagorique, merveilleux, surnaturel, ce jardin auquel des déesses prennent part, bien Hercule a dû lui-même tuer un personnage qui est lui-même fantasmagorique. Un personnage, un dragon, qui est même décrit dans certains textes comme possédant 100 têtes, alors qu'ici il n'est représenté qu'avec une, dans cette toile de Rubens. Eh bien, ce personnage du serpent dragon lui-même participe de cet univers mythologique proprement caractéristique de la pensée grecque. Et quels sont les éléments ici qui nous permettent de s'introduire à ce monde de la mythologie? On sait ici qu'on n'est plus dans le discours rationnel, dans un discours propre à la philosophie ou à la science. Ici, il n'y a rien qui nous laisse entrevoir une démarche rationnelle, l'usage de sa raison pour l'atteinte de certaines vérités et la découverte de certaines connaissances. Bien sûr que non. Ici, il y a une première caractéristique qui nous fait voir qu'on est dans un autre monde, dans un autre mode de pensée, qu'on est dans un mode de pensée irrationnel, qu'on est dans un mode de pensée merveilleux, celui du mythe. Le premier élément, c'est bien sûr le merveilleux, l'imaginaire, le fantasmagorique. Nous sommes dans un monde ici complètement irrationnel, qui ne renvoie pas à la faculté de la raison humaine, mais plutôt à son imaginaire, à sa faculté d'imaginer. La faculté d'imaginer chez l'humain, c'est la fantasia. C'est en quelque sorte l'imagination. Et par sa fantasia, son imaginaire, l'humain peut produire des scènes, peut se représenter des personnages, peut se représenter des actions complètement extraordinaires, complètement hors du commun, hors du quotidien, qu'on appelle à ce moment-là des actions en quelque sorte fantasmatiques, fantasmagoriques. Et donc le premier élément qui nous indique l'aspect mythologique de cette scène, c'est le merveilleux, l'imaginaire qui est caractérisé. Mais ensuite, il ne suffit pas d'avoir un monde imaginaire fantasmagorique pour qu'on soit dans la mythologie. Il faut encore que les personnages qui prennent part à ce monde, qui agissent, qui posent des actions, qui résolvent des quêtes, etc., il faut que ces personnages eux-mêmes aient quelque chose de caractéristique. Il faut que ce soit des personnages surhumains, surnaturels. Autrement dit, des dieux, des déesses,
des êtres divins, des héros voire, des personnages sacrés, des personnages qui n'ont rien de commun avec l'humain quotidien que nous sommes et qui vit donc dans ce monde profane qui est le nôtre. On est donc ici dans un monde merveilleux, d'une part, peuplé de dieux, de déesses, en second lieu, et troisièmement, qui participe d'un monde surhumain, surnaturel, qui n'a rien à voir avec la quotidienneté mondaine, profane, de la vie de tous les jours, de notre vie à nous, humains, normaux que nous sommes. Et c'est bien ce discours mythologique, à travers ses principales caractéristiques, telles que nous venons à peine les esquisser ensemble à l'instant, que je vais chercher à élaborer avec vous à travers cette présentation. On va donc chercher ensemble à définir c'est quoi un mythe, qu'est-ce qui définit un mythe. Parce qu'un mythe, c'est une histoire, certes, un récit, mais qui n'est pas un récit qu'on peut assimiler à un conte, à une fable, à une légende. Un mythe, c'est pas une légende. Un mythe, c'est pas un conte. Un mythe, c'est pas en quelque sorte non plus. Voilà, une légende, c'est pas un conte, une légende ou une fable. Un mythe, ça a certaines caractéristiques propres, qui fait que c'est un récit d'une certaine nature. Et ce sont ces caractéristiques propres au nombre de 5 que nous allons chercher ensemble à débusquer, à découvrir, à mettre en évidence. Et c'est ainsi qu'on va voir que ce mythe, ce discours mythologique, cette pensée mythologique qui en quelque sorte s'exprime à travers des récits fantasmagoriques, remplit bien sûr une fonction, ou plutôt remplissait une fonction. Chez les peuples primitifs, archaïques, voire traditionnels, archaïque ici, c'est pas à prendre à un sens péjoratif. Hein. Archaïque, ça vient du grec arché, qui veut dire au commencement, au début, à l'origine. Donc, lorsqu'on parle de peuple primitif, hein, primitif, là encore, ça renvoie à l'idée de premier, priorité, premier. Hein. Donc, lorsqu'on parle de peuple primitif, de peuple archaïque, on parle avant tout de peuple donc qui en quelque sorte, incarne les tout débuts de l'humanité, les premières racines de l'humanité. Ces peuples archaïques primitifs sont bien sûr des peuples qui avaient comme principal mode de pensée, comme principal discours sur leur environnement, le discours mythologique. Et ce discours mythologique remplissait des fonctions importantes chez ces peuples traditionnels archaïques primitifs. Et ce sont ces fonctions que nous allons chercher ensemble à comprendre, à mettre en évidence à travers cette présentation. Et c'est seulement une fois qu'on va avoir bien saisi ce qui caractérise le mythe, sa définition, ce qui lui est propre, et une fois qu'on va bien comprendre les fonctions sociologiques, politicologiques, voire même anthropologiques, voire peut-être même psychologiques que le mythe peut en quelque sorte réaliser dans une société archaïque, qu'on va pouvoir, en deuxième temps, marquer les distinctions, les différences qui, d'un côté, opposent la mythologie à, d'autre part, la philosophie. La philosophie, le discours philosophique, ce n'est pas un discours mythologique. Et réciproquement, le discours mythologique, ce n'est pas un discours philosophique. Il va falloir donc ensemble marquer cette distinction-là entre ces deux grands discours. Bien sûr, un discours traditionnel archaïque qu'on appelle le discours mythologique, mais avec ce nouveau discours qui, lui, est beaucoup plus récent, beaucoup plus jeune dans l'histoire de l'humanité. Il va falloir marquer la différence entre ces deux modes de pensée, proprement humains. Et c'est ainsi qu'on va en arriver à faire la distinction entre ce qu'on appelle le mythos, hein, le discours, le langage du mythe, versus le logos, c'est-à-dire le langage de la raison, le discours rationnel. Et en l'occurrence, ici, on comprendra le discours philosophique en quelque sorte. Donc voilà le parcours que je veux, avec vous, à partir de maintenant, entamer. Mais pour bien suivre ce discours, excusez-moi, ici, les lectures qui doivent être faites ne sont pas à jour, donc vous m'excuserez. Je crois que sur le document que je vous ai envoyé, c'est le document qui est à jour. Hein. Donc, parmi ces lectures, vous aurez certainement donc la première lecture à faire, qui est la lecture de Luc Ferry. Donc, Luc Ferry, c'est un philosophe français, toujours actuel, qui a été ministre de l'Éducation en France pendant quelques années et qui est aujourd'hui très productif hein, et qui écrit encore beaucoup de livres et des livres de vulgarisation philosophique. Il s'intéresse beaucoup à la relation entre la mythologie, la sagesse et la philosophie. Il essaie de voir en quelque sorte en quel sens il y aurait un lien à faire entre la pensée philosophique, la sagesse humaine et le discours mythologique. C'est ainsi que je vous demande de lire donc ce premier extrait
ici qui est voué à l'étude de la mythologie, qui est un extrait donc de ce grand penseur actuel contemporain français qu'on appelle Luc Ferry. Et dans votre recueil de textes, vous voyez aussi qu'il y a un autre texte. À ce moment-là, c'est un texte de Frontici Ducroux, hein. Il a écrit donc cet auteur un abécédaire. Un abécédaire, c'est un texte très bien vulgarisé, très bien, qui introduit très bien à certains thèmes fondamentaux. Et donc, dans cet abécédaire, il nous introduit au thème fondamental de la mythologie grecque et romaine. Et donc, je vous demande aussi de lire ce très beau texte de Frontici Ducroux. Donc, ce très bel extrait issu de son abécédaire, pages 7 à 24. Donc, en lisant ces deux textes, bien sûr, vous allez à ce moment-là non seulement vous préparer à une bonne compréhension de la matière, mais aussi, ultimement, à une meilleure préparation en vue des prochains examens qui arriveront plus tard dans la session.